Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité comme tous les jours avec vous sur Sud Radio, avec Alex Darmon, journaliste politique. On peut vous retrouver sur YouTube, votre chaîne de débat politique, c'est Les Indécis. Alexandra Spinner, vous êtes enseignante. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Et oui, tout le compte fait. 7h20, Grand Matin Sud Radio, et Régis de Castelnau, avocat. Votre blog Vue du droit et votre dernier livre, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. On va revenir sur la note dégradée de la France. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis la réaction de Bruno Le Maire. Tout va bien, il n'y a pas de problème, on va en reparler dans un instant. On va parler de Jean-Luc Mélenchon et de son nom, qui estime que l'antisémitisme est résiduel en France et qui a lancé aussi une sorte de comment on peut dire, de fake news sur le fait que des électeurs seraient radiés, que s'ils perdaient, un peu comme Trump, hein, s'ils perdaient, c'est qu'il y avait eu complot. Enfin bon, on y reviendra. Et puis dernière semaine avant les européennes, Éric Revel, votre coup de gueule, c'était le hold-up médiatique d'Emmanuel Macron. Alors je sais plus qui voulait, Alexandra Spinner. Oui, de toute façon, on comprend bien qu'on veut nous enfermer dans le duel Macron-Le Pen. On a déjà eu le duel Bardella-Attal alors qu'il n'est même pas candidat. On peut considérer que le président a le droit d'intervenir quand il veut. Mais quand il fait éruption dans une campagne électorale, moi je trouve qu'il manque à sa fonction et qu'il manque à sa mission. Eh bien, on comprend en plus qu'il faut sauver le soldat Hayé. À savoir si le président a le talent de Steven Spielberg, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas dans cette campagne électorale d'égalité de traitement. Et ça, c'est inacceptable. Il y a une confiscation du débat démocratique. C'est-à-dire que oui, là, on parlait de l'intervention de Gabriel Attal qui, par hasard, était dans les studios de Radio France, c'est ridicule, est allé intervenir. Non, moi, ça me gêne beaucoup pour la candidate Valérie Hayé. Je trouve ça hyper gênant. Je trouve ça un peu méprisant pour elle. En réalité, c'est cela, parce que tout le monde a l'air de considérer dans son camp qu'elle n'est pas suffisamment talentueuse pour défendre la candidature de son parti aux européennes, et tout le monde vient à son secours, si bien que même ceux qui sont très opposés à Valérie Hayé ont presque à cœur de la défendre, tant c'est gênant pour elle. Elle y a été quand même, par rapport à plein d'autres qui ne voulaient pas. Cette façon de la traiter, je la trouve totalement lunaire. Non, mais moi je vais pas venir au secours du soldat perdu Valérie Hayé, mais c'est vrai que, attendez, tout le monde s'est débiné dans son camp. Personne n'a voulu prendre la tête de listes européennes. Alors elle est partie, j'aime cette punchline, alors je vais vous la redonner, ma chère Valérie, parce que je l'adore. Mais elle est partie un peu la fleur au fusil. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu pendant la campagne qu'il n'y avait pas de balle dans le fusil et que la fleur était fanée. Voyez. Voilà. Et le courageux Bernard Guetta s'est caché derrière elle pour s'assurer de sa place au Parlement européen. Après, Alexandra, Bernard Guetta, je ne sais pas s'il avait été tête de liste, il aurait sauvé les meubles. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'hier, vous entendez Jean-Yves Le Drian qui donne plein de leçons à tout le monde et qui dit qu'il ne peut pas y aller, qu'il ne doit pas y aller parce qu'il y a un temps pour tout, mais il fait plein d'autres choses à côté. Donc c'est un peu facile de lui taper dessus. Mais juste sur la prise à Valérie Hayé, juste sur la prise de parole d'Emmanuel Macron, oui. C'est un coup de communication, c'est évident, c'est clair, net, précis. On sait très bien qu'il va faire des clins d'œil toutes les 3 minutes aux élections européennes. Après, je souhaite bonne chance à l'Arcom pour pouvoir cette fois-ci prouver que ça rentre dans le temps de parole, puisque vous êtes quand même le 6 juin, à la suite des célébrations de l'anniversaire du 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Vous avez eu les présidents américains le président américain Zelensky aussi qui sera en France. Bien évidemment que il va parler de cela en priorité et que derrière après il va faire passer sa propagande sur les élections européennes. Donc bon courage à l'Arcom pour prouver que ça rentre dans le temps de parole des élections européennes. Oui, Régis Castelnau, est-ce que c'est un hold-up médiatique? Je voulais rappeler des souvenirs. Ouais. Je me rappelle qu'avant chaque élection importante, que ce soit des législatives ou que ce soit des référendums, le général de Gaulle, le samedi soir, intervenait. Mais c'était très démocratique dans la mesure où, par exemple, le référendum de 69, il a dit votez pour moi, votez pour mon référendum, sinon je serai désavoué, par conséquent je m'en vais, et il est parti. Donc bon, mais peut-être qu'Emmanuel Macron fera la même chose, hein, il nous dira si la liste Hayé ne gagne pas, je pars. Ben justement, vous me volez mes effets. Ce serait une faute d'Emmanuel Macron. Mais enfin, Emmanuel Macron, c'est une litanie de fautes par rapport à la fonction qu'il devrait occuper. Bon,
C'est les conditions dans lesquelles il est arrivé. On a mis à l'Élysée quelqu'un qui n'avait aucune des compétences spécifiques liées au fait d'occuper cette charge. Toujours est-il que le problème, c'est que je pense que ça n'aura aucune influence sur le scrutin. Non. Alors il a un bon prétexte. C'est l'événement qui est un événement important, celui du 6 juin. J'entendais que il a fait 26 commémorations depuis le début de son premier mandat, contre 5 à Nicolas Sarkozy et 3 à François Hollande. Hein. Donc c'est une manie au bout d'un moment de se mettre en scène. C'est son narcissisme que chacun connaît. Je pense que le problème, c'est que il finit par piétiner tout un tas de choses qui sont quand même très importantes, et en particulier un scrutin doit être régulier. Un scrutin doit être, c'est l'expression juridique, sincère. Or, il passe son temps à bousculer cette sincérité. Alors, j'insiste, ça n'aura aucune espèce d'influence, à mon avis, sauf peut-être négative, sur le scrutin du 9 juin. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des surprises par rapport au sondage ? C'est-à-dire que sur l'indécision des gens, il y a 33%, je crois, des Français qui disent pouvoir encore changer d'avis. Les électeurs du Rassemblement national à 65% sont sûrs de leur vote, c'est ceux qui sont le plus déterminés. Mais est-ce qu'on peut avoir des surprises ? D'abord, il faut quand même remarquer que les sondeurs sont un petit peu gourés ces derniers temps. Pardon. Voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas vu venir, mais juste sur l'abstention et le choix certain des électeurs. Et d'ailleurs, Bardella sent le danger, parce que le pire adversaire sans doute du RN aujourd'hui, pour parler que de la liste qui est en tête, moi je parle de la liste qui est en tête avec 33%, c'est l'abstention. C'est-à-dire que des gens qui vont se dire dans l'électorat du Rassemblement national, ils sont largement en tête, gagné. Je vais pas y aller. Voilà. Et du coup, si Bardella fait un score en dessous de 30%, par rapport au sondage qu'il crédite de plus, ça apparaîtra comme un échec. Vous voyez, donc tout ça, chacun aura sa lecture dimanche soir. Je vous le dis tout de suite. Tout le monde aura gagné, personne n'aura perdu. Oui. Je voudrais faire une petite observation sur les sondages. Les sondages, c'est un scrutin où il y a une énorme abstention. Quand les sondeurs vous appellent, vous sollicitent, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter ? Tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui, parce que peut-être qu'à ce moment-là... Non, la preuve, c'est que le dernier chiffre, c'est 35%, ce que je trouve beaucoup, de gens qui disent qu'ils peuvent encore changer d'avis dans la dernière semaine. Donc, c'est pas 80%. Oui, non, attendez, mais non, ce que je veux dire, c'est que la photographie du sondage se fait sur la base d'un électorat dont on n'est pas sûr qu'il ira aux urnes, c'est-à-dire et qui répondra qu'il ira. Parce que moi, si on m'interroge... vous direz quoi ? Vous allez y aller ? Mais de toute façon, je vais y aller, ça c'est clair. J'ai reçu ma nouvelle carte. Ma nouvelle carte, là, je l'ai. On en dira peut-être un petit mot sur les âneries qu'a prononcé Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis ravi, bien sûr, que je vais aller voter. Mais je connais beaucoup de gens qui répondraient oui, qu'ils iront voter dans un sondage et qui n'iront pas finalement. De toute façon, les sondages, c'est la photo d'hier. Oui, c'est ça, c'est l'instant T. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse plus au programme des candidats, plutôt qu'au sondage. Mais je pense détrompez-vous, je pense que les Français qui vont aller voter s'intéressent beaucoup au programme. C'est pas tant l'abstention, moi, qui me fait dire qu'on peut avoir des surprises, c'est plus dans les sondages ce que répondent les gens. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont aller voter contre nature sur cette élection européenne parce qu'ils sont complètement dépassés par ce qui se passe et on peut pas leur jeter la pierre. C'est simplement que personne ne comprend rien à ces élections européennes. Premièrement, deuxièmement, qu'on ne parle pas des sujets qui concernent les Français, qu'on ne parle pas des sujets européens, mais qu'on en fait un scrutin national. Et troisièmement, je pense que comme c'est arrivé dans le passé, mais encore plus marqué cette fois-ci, beaucoup de Français ne répondent pas par la réalité de ce qu'ils vont exprimer comme vote dimanche. Voilà, c'est pour ça que je pense. Mais d'un côté comme de l'autre, extrême droite comme extrême gauche, je pense qu'on peut avoir de vraies surprises dimanche. Et puis aussi, je pense que les séquences de cette fin de campagne peuvent faire basculer d'un côté ou d'un autre. Parce que là, on est quand même dans les attaques déloyales, dans des affiches dont tu parlais, Alex, qui sont ignobles. Donc tout peut basculer. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui se passe dans nos prisons. On semble le découvrir. Pourtant, c'est une réalité que beaucoup connaissent déjà et ont faim de s'en étonner. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord
Valérie Expert. Alors, j'ai été interpellée comme vous, si vous ouvrez le Parisien, si vous lisez le Parisien ce matin, le journal Le Parisien, qui poursuit son enquête. Bon, il faut dire une enquête vraisemblablement aidée par des avocats et certains informateurs. Donc, on apprend que ce monsieur Amra, qui a donc été, je vous le rappelle, extrait du fourgon et dans une opération sanglante, puisque 2 gardiens de prison ont été tués lors de cette intervention. Donc ce monsieur, on a appris la semaine dernière qu'il avait une chicha, qu'il avait des téléphones, qu'il commandait des exécutions à distance depuis sa prison, et ce matin recevait des dames. Ce matin, on apprend donc qu'il reçoit des dames, et que donc sa petite amie entrait à la prison au parloir avec l'identité de la sœur de Mohamed Amra. Donc, c'était pas la seule. C'était pas la seule, il y en avait d'autres. Régis, vous qui connaissez certainement bien ce milieu de la prison, avec le garde des Sceaux qui dit qu'il diligente une enquête, ce sont les mots évidemment qu'il est obligé d'employer, puisqu'il ne peut pas dire qu'il a accès à la justice étant indépendante au dossier de l'instruction, donc il n'a pas été prévenu, parce que la question dans tout ça, c'est de savoir pourquoi un homme dangereux comme celui-là n'avait pas une escorte beaucoup plus importante pour ce transfert, enfin pour cette audition devant le juge. Mais l'état de la prison, qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est qu'elle est gangrénée par la peur des gardiens, par la corruption vraisemblablement, et qu'on semble le découvrir? Il y a eu une délégation d'élus mexicains qui sont venus faire une visite en France et qui ont dit, mais attention, ce qu'on a vu, vous êtes en train de basculer. Prenez rapidement les mesures qui s'imposent. Je rappelle que la prison, tout ce qui relève de l'exécution de la peine, c'est le ministère de la Justice. La justice en France est abandonnée au plan budgétaire. Ça a toujours été un scandale que le montant du budget. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Il suffit d'aller dans les tribunaux pour voir ce qu'il en est. Il y a pas mal de tribunaux où vous avez encore des écrans, vous savez, non pas des écrans plats, des écrans à tube, là. Bon, pour ne donner que cet exemple. La prison, c'est également le même abandon. C'est le même abandon. Bien évidemment qu'il faudra en construire. Bien évidemment qu'il faudrait faire un plan important. Et ensuite, il faudrait, je pense en ce qui concerne l'administration, prendre les mesures qui s'imposent. Ce dont vous parlez, Valérie, ces exemples effarants, c'est la corruption qui les permet. Et l'achat de la tranquillité aussi. Parce qu'il faut comprendre les gardiens de prison. Bien sûr, vous avez raison. Leurs familles sont menacées. Où est la protection ? Il y a 100 000 policiers qui sont chargés de réprimer les manifestations. Alors ceux-là, oui, ils coûtent une fortune et ils sont mobilisés à ça. Il y a une insécurité qui existe dans ce pays qui fait que la prison, si vous voulez, elle est le reflet de l'abandon de l'espace public à la pègre. Moi, ça peut pas me surprendre. Mais et aussi, ce que vous avez signalé très justement, c'est l'achat de la paix sociale, enfin de la paix sociale en prison. C'est-à-dire que s'il y a une répression ou une espèce d'autorité qui s'impose, ça va être une explosion. Je sais pas qui veut, Alex Darmon. Non, mais d'abord, les révélations de ce matin font froid dans le dos, c'est vrai, du journal Le Parisien qui fait un travail remarquable sur ce sujet depuis maintenant quelques semaines. Après, vous savez, moi je trouve ça assez facile de dire que d'abord, la justice est abandonnée dans notre pays. C'est pas vrai, puisqu'on constate une augmentation budgétaire historique de 8%, 2 fois d'affilée. C'est l'un des seuls ministères d'ailleurs dont le budget a été augmenté depuis longtemps ces dernières années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les places de prison, vous savez, c'est un serpent de mer depuis des années où on nous dit qu'on va augmenter les places de prison, il faut construire plus de prisons. Et oui, il faut construire plus. Mais est-ce que ça changerait quelque chose par rapport à l'autorité et à la paix? Non, mais il y a deux sujets. Vous avez raison, il y a deux sujets différents. D'abord, c'est construire les prisons supplémentaires, il faut le faire. Le problème, c'est qu'aller convaincre des élus de construire des places de prison près de leur ville ou près de leur centre-ville, vous allez voir, bon courage, bonne chance, parce que ça va être compliqué à réaliser, premièrement. Et donc, ça fait des années, je me rappelle, depuis Fillon, on nous dit on va construire 15 000 places de prison supplémentaires. Et on arrive difficilement à en construire plus de 6 000 aujourd'hui, au passage, des places de prison supplémentaires, à cause, encore une fois, du fait de pouvoir construire des prisons supplémentaires. Et ensuite, vous avez raison, il y a un problème
pas de formation, mais d'accompagnement dans le travail des gardiens de la paix. Ça, c'est évident. Les augmentations de salaire des gardiens de la paix n'avaient pas été augmentées, là aussi, les plus bas seuils depuis des années. Et ça a été fait il y a quelques mois, cette augmentation gardiens de la paix. Le problème, c'est que augmenter leur salaire, c'est bien. Augmenter les effectifs, c'est beaucoup plus important. Et c'est le problème qu'on a parce que l'attractivité de ces métiers n'existe pas et n'existe plus. Ouais. Voilà. Alexandra. Valérie, je voudrais répondre sur le budget de la justice. C'est pansement sur une jambe de bois. Ouais. Ça a toujours été le parent pauvre parce que la France était un pays d'abord suradministré, et on n'a jamais investi dans la justice. Et aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent, moi je me suis éloigné de la pratique quotidienne, mon épouse continue, mais attendez, ça se dégrade tous les jours, Alexandre. Ça se dégrade tous les jours. Alors il y a eu une augmentation de budget, mais quand vous regardez les standards européens, mais on est les derniers. Ouais. On est les derniers, on doit être 16e ou 17e. Alexandra Spinner. Oui, vous disiez à l'instant, Régis, que ça nous coûtait une fortune les forces de l'ordre dans les manifestations, mais hélas, ils ne sont pas payés une fortune, alors qu'ils sont les premiers remparts contre la déliquescence de notre société. Bon, moi j'ai lu ce reportage dans le Parisien, effaré, comme j'imagine. On est effaré, quoi. Enfin, ça paraît, c'est presque une série Netflix. On a peine à y croire, et on a peine à y croire que ça se déroule en France. On a beau le savoir, savoir qu'il y a des téléphones en prison, mais les téléphones en prison, ça permet aussi de les écouter. Oui, bien sûr. Donc mais comment une femme peut rentrer dans une prison avec une fausse carte d'identité? Avec une fausse identité, oui. Ça, c'est dramatique. Moi, je pense que tout ça, là, tous ces sujets-là, un détenu qui continue son trafic alors que visiblement il est sur écoute, puisque sa cellule était sonorisée, qui prend sa chicha, qui commandite apparemment un meurtre à Marseille. Bon, je vais vous dire, en fait, au-delà il y a deux sujets. Il y a le sujet, même si c'était délicat, parce qu'il y a 2 agents de la pénitentiaire qui ont été assassinés. Bien sûr. Même si c'est délicat à aborder en ce moment, parce qu'on est encore sous le coup d'une émotion nationale. Mais il y a le problème de la corruption. Pardon, mais il y a le problème de la corruption. Parce que ces gens ne gagnent pas beaucoup leur vie, et parce que, en fait, moi, quand j'écoute les magistrats de Marseille, il y a quelques mois, qui ont donné d'ailleurs beaucoup de verbatim au fameux rapport sénatorial, en fait, la France est en train de basculer dans un narco-État. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tout est achetable, le trafic de drogue est tel et génère de telles sommes qu'en fait, tout est achetable. Vous voyez, cette jeune femme qui se fait passer pour avec la carte d'identité de sa sœur, mais là aussi, ça pose plein de questions sur le contrôle des pièces d'identité à l'entrée, sur qu'est-ce qu'elle lui a dit, est-ce qu'elle l'a prévenu de l'évasion suivante, mais alors dans ces cas-là, pourquoi a-t-il commencé 2 jours avant Mohamed Amra à scier les barreaux de sa prison? Enfin, donc en fait, on est en train de basculer dans un, c'est même plus des quartiers de non-droit, dans un état de non-droit où franchement, j'ai l'impression que les forces de l'ordre, et pourtant elles font ce qu'elles peuvent, la pénitentiaire fait ce qu'elle peut, mais tout ça est débordé et gangréné sans doute par la faute de moyens administratifs pour faire son boulot, mais pas faute de moyens peut-être pour corrompre. C'est ce qu'ont dit les magistrats de Marseille. Ils ont dit attention, à Marseille c'est pratiquement foutu. Juste une chose sur les gardiens de la paix, il faut quand même dire que ce sont les seules forces de l'ordre qui dépendent du ministère de la Justice. Alors ça, il faut le savoir. Les agents de la pénitentiaire. Les agents de la pénitentiaire, vous avez raison. Et donc la question aussi, elle se pose de savoir, est-ce que les agents de la pénitentiaire doivent toujours dépendre alors ça, c'est un serpent de mer. Ça voudrait dire que vous auriez peut-être un grand plan à installer sur les forces de l'ordre de notre pays. C'est vrai qu'on les met en affiche de campagne électorale, mais on parle d'eux pour les remercier ou pour les insulter quand on n'est pas content, mais on ne traite jamais de fond. Ce qui est certain, c'est que la pénitentiaire, c'est le parent pauvre de la justice. Je vois le rapport de Dominique Simoneau, qui est la rapporteure contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle disait la semaine dernière que les surveillants pénitentiaires sont confrontés à des conditions de travail absolument abominables. Et je vois que normalement, ça devrait être un surveillant pour 50 détenus. Un surveillant pour 50 détenus, et là on en est à 110 voire 150 détenus. Vous avez un surveillant pour 150 détenus. Valérie, vous avez raison, mais je rajoute, au-delà de la question qui peut se poser, et qui peut-être se pose même dans l'enquête sur l'évasion sanglante de Mohamed Amra,
c'est aussi la question des menaces. Imaginez que un gardien de la pénitentiaire soit dans le scope, dans la cible d'un trafiquant, peut très bien menacer sa famille. Ils sont souvent menacés. Et dans ces cas-là, la pression est telle que vous pouvez aussi très bien céder. Vous voyez, vous voulez protéger votre famille. Enfin, on en est sans doute là. Hein. Ouais. Ce qu'elle raconte, allez lire, tapez son nom, Dominique Simoneau, vous allez tomber sur son rapport. Les agents de la pénitentiaire sont obligés de se déshabiller sur le palier, d'enfermer leurs affaires dans un sac au frigo pour éviter d'importer des punaises de lit. Les détenus sont parfois à 3-4 par cellule sur des matelas. Il faut aussi parler de ces conditions. On peut le dire aussi que c'est indigne. Hein. Elle dit il est impossible dans les conditions actuelles de contrôler les téléphones portables et de mettre fin au trafic de drogue qui sévit tout autant en prison que dehors. La surpopulation les touche de plein fouet. Donc il y a et les fouilles, on n'en parle pas, mais les fouilles qui sont pas automatiques à l'entrée des centres pénitentiaires, ça aussi c'est pas normal en vérité. Vous imaginez l'effet que ce genre de révélation a sur tous les partis qui veulent confisquer la colère des Français. Ouais. Je vous laisse imaginer. Valérie, après la pub, je voudrais dire du mal de l'Europe sur ce sujet. Eh ben, vous en direz. Elle ajoute, cet article est absolument dingue. Elle dit notre garde des Sceaux qui a si bien su plaider l'indignité de la détention est responsable de ce qu'il ne fait pas. Beaucoup de nos élus sont irresponsables en réclamant toujours plus d'incarcération alors qu'ils connaissent parfaitement l'état de nos établissements pénitentiaires. On y revient avec vous dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On va dans un instant parler de la dégradation de la France par Standard & Poor's, juste pour faire une sorte de droit de suite. On vous a parlé donc de Gabriel Attal qui était intervenu ce matin dans l'auditorium de Radio France. Alors il était l'invité de la matinale de France Info. Les candidats passent les uns après les autres dans l'auditorium et Gabriel Attal a fait irruption dans l'auditorium pour venir apporter son soutien à la candidate. Donc je rappelle qu'il est quand même Premier ministre. Et François-Xavier Bellamy a réagi puisqu'il est passé tout de suite après en disant chez nous, ce sont les candidats qui font campagne. Là, elle utilise le joker appel à un ami, donc avec beaucoup d'humour. Il a dit ça, mais il a dit il y a une forme de mépris, comme si elle était incapable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme si elle était incapable de faire campagne seule. Je trouve qu'il a parfaitement raison. Si vous rajoutez ça, plus le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention du chef de l'État jeudi, pardonnez-moi, mais il y a un vent de panique incroyable qui souffle. Alors, c'est pas, attendez, là, c'est même pas simplement humiliant pour Valérie Hayé. C'est simplement que, c'est quoi? Ça veut dire que les sondages vont être pires que ce qu'on imagine pour la liste de Valérie Hayé, parce que enfin, vous voyez la mobilisation. Tout le couple exécutif se mobilise au dernier moment pour essayer de lui sortir la tête de l'eau. Qui n'est plus la liste de Valérie Hayé, mais qui est la liste de Monsieur Attal, du président de la République. Et François-Xavier Bellamy ajoute qu'il n'y a pas un pays en Europe où les choses se déroulent comme ça. Régis, vous vouliez dire un mot sur l'Europe et les prisons. Avant, juste une petite défense de Valérie Hayé. Effectivement, ça lui est tombé dessus. Elle débarque dans un champ de bataille auquel elle n'est pas habituée. Moi, je trouve qu'elle est assez courageuse, même si elle est pas bonne. Mais c'est d'abord et avant tout le bilan de Macron. Je veux dire, elle a bon dos, je trouve. Hein, donc, et personnellement, je trouve que c'est assez courageux. Elle a été affrontée. C'est pas facile. Hein. Ce sont des métiers difficiles. Alors, simplement sur l'Europe, la répression. Il est bien évident que, confrontés aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui sont extrêmement importants, et en particulier ce pronostic, qu'on est en train de devenir un narco-État, ce qui est assez terrifiant, on a un vrai problème de répression, c'est-à-dire que l'essentiel de notre réglementation, ça n'est pas issu du droit national, mais du droit européen. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui nous sont interdites et qui pourraient s'avérer efficaces. Je ne vais pas en faire la liste ici. Donc, il faudrait qu'on récupère aussi de ce point de vue de notre souveraineté. Ça, ce serait bien parce que ça permettrait, alors attention, hein, ça va pas être un miracle, mais ça permettrait d'utiliser la répression parce que c'est d'abord avant tout ça qui compte, la punition, répression, punition, réinsertion, on en parlera plus tard. Hein, et je pense qu'il faudrait qu'on récupère de ce point de vue notre souveraineté.
On va parler, donc c'est votre coup de gueule, Alexandra Spinner. C'est, on a appris vendredi donc que la note de la France, la note attribuée par Standard & Poor's avait été dégradée. On est passé à AA-, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc on apprend que bientôt la dette deviendra le premier poste budgétaire de l'État devant le budget de l'éducation. Le service de la dette. Absolument, oui. Merci Eric. C'est un sujet inquiétant que dénonçait déjà en son temps François Fillon, et inexorablement on file tout droit vers la catastrophe. Et nous avons un ministre de l'économie dont je rappelle quand même qu'il a démantelé Alcatel, Alstom, Fessenheim. Et qui nous explique que tout ça n'est pas grave, qu'il va maintenir sa stratégie et qu'il a sauvé l'économie. Alors, comme a dit Bellamy, puisque vous en parliez tout à l'heure, en tant que prof de philo, il aurait adoré que ses élèves aient autant d'imagination pour justifier leurs mauvaises notes. Je trouve hallucinant que Monsieur le maire soit là, dans toute sa fatuité, en train de nous expliquer qu'il est le meilleur. C'est-à-dire que il incarne au fond la Macronie à l'envi, puisque il est là, du haut de sa superbe, du haut de sa tour, il regarde les gueux, il leur explique que tout va bien. Je trouve que c'est un mépris absolument mais c'est sidérant. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette scène où il parle à un employé qui est très en colère, et au lieu de lui répondre, ce qui est son devoir, il lui fait une leçon de politesse. Il joue à la Nadine de Rothschild du pauvre et lui explique qu'il faudrait qu'il lui dise bonjour, qu'il le salue et que ça n'est pas une façon de s'adresser à lui. Je trouve qu'on est dans le délire le plus total et dans le mépris le plus total. Et moi, ça m'a révoltée. J'étais sidérée, j'ai cru un gag en fait. Oui, mais Eric... écoutez, la situation des finances publiques françaises est catastrophique. Elle est catastrophique. 3 chiffres, 3100 milliards d'euros de dette, plus 1000 milliards depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors si on enlève la crise sanitaire, son financement, le chômage partiel et les prêts garantis d'État, on peut dire qu'il a accru la dette française de 750 milliards d'euros. On a un déficit budgétaire de 175 milliards d'euros, donc c'est pour ça qu'il faudra réemprunter cette année, et on a un déficit commercial de plus de 100 milliards d'euros. Donc en fait, on est dans une situation industrielle, financière absolument calamiteuse. Bon, maintenant, ça va pas changer, si vous voulez, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte demain ou après-demain. La signature de la France demeure solide, mais en fait, c'est une claque magistrale pour le Mozart de la finance, comme on qualifiait Emmanuel Macron. Parce qu'en réalité, c'est la crédibilité financière de la France qui est attaquée. Parce que ça veut dire quoi, la dégradation de la note ? La dégradation, ça veut dire que quand une agence de notation, Standard & Poor's, c'est le Real de Madrid des agences de notation, vous voyez, c'est vraiment la plus grosse. Bon, donc ça veut dire que... alors il note quoi ? Il note la capacité d'un pays... Alors il note la capacité d'un pays à tenir ses trajectoires budgétaires. Voilà. Et donc en dégradant la note française, ça veut dire que Standard & Poor's n'y croit pas. Alors ça n'aura pas une implication terrible sur les taux d'intérêt auxquels la France emprunte demain ou après-demain, mais en fait c'est une claque terrifiante. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour bien voir dans quelle situation on est, normalement, vous savez, les fameux critères de Maastricht, le ratio dette PIB, c'est-à-dire la croissance que vous générez chaque année, c'est 60%. Au-delà, normalement, vous avez une sanction de l'Europe. Bien, nous sommes à 110%, c'est-à-dire pratiquement le double. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, la moyenne dans la zone euro, c'est 88%. Ça veut dire qu'on est pratiquement le plus mauvais élève de la classe de la zone euro. Et oui, c'est ça la réalité. Mais il est content quand même, Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire vous explique, parce qu'il joue un peu sur les mots, que grâce au quoi qu'il en coûte, on a sauvé une partie de l'économie française. Mais en réalité, on n'a jamais payé autant d'impôts dans ce pays. On a des services publics qui sont par terre. Dégradés. On a des agences de notation qui nous regardent maintenant de travers. Alors, de quelque endroit où vous tourniez, pardonnez-moi d'être un peu critique pour les macronistes qui nous écoutent, mais diplomatiquement, c'est un fiasco. Financièrement, c'est un fiasco. En matière de sécurité et d'immigration, c'est un fiasco. Donc, si vous voulez, le Mozart de la finance ne savait pas lire les partitions élémentaires de la finance. Et là, c'est quand même une claque. Tout ça à une semaine. Ça a été décidé vendredi soir, après la fermeture des marchés américains, à une semaine des élections européennes. Donc, bien sûr qu'on parle pas d'Europe, de programme européen, mais parce qu'en réalité, Macron prend un risque formidable en intervenant jeudi.
les gens, ils vont voter pour ou contre le bilan d'Emmanuel Macron. Et si vous voulez, il n'y a que 3 possibilités maintenant. Il n'y a que 3 possibilités pour redonner un peu de crédit aux finances publiques. Ou bien vous mettez en place une austérité budgétaire de folie, mais si vous le faites, vous cassez la croissance et vous augmentez le chômage, ou bien, mais personne n'en parle. Pour l'instant, on vous dit ça n'aura pas lieu. Vous augmentez les impôts des Français, même si on vous dit évidemment qu'on ne le fera pas, en tout cas pas en 2025, ou bien vous piquez dans la poche de l'épargnant français. Et vous savez, la vieille rumeur qui circule depuis Christine Lagarde, lorsqu'elle était ministre des Finances, où déjà allait taper l'assurance vie. Mais là, tout ça, ce sont des bombes sociales, donc il n'y a que des mauvaises solutions. Alors peut-être que on va avoir le droit à une symphonie, je ne sais pas si Mozart en a écrit, de la finance. En tout cas, ça sonne plutôt comme un requiem. Alors, le roi des punchlines, le roi des punchlines. Belle démonstration. Non, mais tout ce qui, je peux pas passer après ça. Là, je joue même pas du piano, donc non. Mais, en réalité, je suis d'accord avec ce que vient de dire Eric, et surtout sur le fait que moi, je vois pas comment on peut ne pas augmenter les impôts aujourd'hui dans ce pays. On nous fait croire ce qu'on veut parce qu'on est à quelques jours d'une élection, donc je vois pas comment on ne peut pas augmenter les impôts. Mais les augmenter comment? Directement ou indirectement. Moi, je pense que ce sera les impôts directs. Mais bon, après, c'est comment que ça regarde. Le tarif du gaz augmente de 5 à 10% à partir de juillet. À partir de juillet. Mais même les impôts directs, bon, voilà. Au-delà de ça, juste une chose sur le fait que dimanche, ça sera un référendum. Je pense qu'il y a tellement de problèmes, qu'on a tellement tout mélangé dans cette campagne que je suis même pas sûr que ça soit un référendum pour ou contre Macron. Je suis même pas sûr que les Français comprennent vraiment ce que veut dire la dégradation de la note de cette agence. Alors oui, ça fait un peu peur, mais comment ça va les toucher directement? Je suis même pas sûr que ça les concerne directement. Aujourd'hui, j'entends. Les Français comprennent quand même qu'un pays qui tient pas ses comptes, c'est un pays qui tient pas son rang. Ça, je crois que les Français sont tout à fait en capacité de le comprendre. Alors moi, je voudrais ajouter une chose qui va plus loin, en personnalisant un petit peu. On a l'essence du macronisme là. Je rappelle que ce monsieur Bruno Le Maire est là, qui était auparavant LR, qui avait fait 0,000 à la primaire de la droite. C'est le score qu'il méritait. Absolument. Il est ministre de l'économie depuis 7 ans, depuis le premier jour. Mais c'est incroyable. Et il ne se passe rien. Il écrit des livres pornographiques. Dis donc, il doit avoir beaucoup de temps. Mais si, je suis désolé. Je dis pornographique ou ce que vous voulez, qui n'intéresse personne. J'allais dire qu'il avait une belle plume, mais ça peut être mal interprété. On va faire les grosses têtes bientôt. Moi, j'aurais pas osé la faire, Eric. Non, mais je trouve qu'il écrit bien. Non, il écrit très bien. Mais attendez, ce qui est inquiétant, c'est qu'il ait le temps d'écrire. La nuit, il y a des gens qui dorment 3 heures. Il est venu se ridiculiser avec l'économie russe. Nous allons la mettre à genoux. Il a dit, je persiste et signe 3 ans après, alors que la Banque mondiale et le FMI disent absolument le contraire. Mais ça, et ça continue. Et ça continue. Là, il est venu dire, moi j'ai vu la séquence, mais c'est effrayant. J'ai sauvé l'économie. Mais enfin, alors je sais bien plus personne ne démissionne jamais, mais le bilan, et alors j'entends Emmanuel Macron, paraît-il, qui, au cours du Conseil des ministres, lui a dit, mais enfin Bruno, ça fait 7 ans que t'es là, mais qui l'a nommé? Qu'est-ce qui nous laisse ce pitre incompétent? Moi, j'ai eu quelques amis hauts fonctionnaires qui me disent, il y connaît rien. C'est tout, c'est une réalité. Je sais pas s'il est-ce qu'il est le seul. Il a fait Normal Sup et il a fait l'ENA, mais c'est pas un économiste. Mais est-ce qu'il est le seul responsable de la situation de surendettement de la France? Non, le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Quand on est ministre de l'économie, on est le premier responsable. Premier au sens responsabilité. Enfin, il fait ce que le patron lui demande de faire. Il y a longtemps qu'il aurait dû être démissionné. Très bien, mais enfin qu'il n'y ait pas à un seul moment une remise en question, un léger doute, juste un petit doute. Pour moi, c'est sidérant. Oui, oui, je sais pas sur le comportement, pourquoi effectivement. Parce qu'il est en campagne. Oui, il est en campagne. Parce qu'il est en campagne présidentielle pour 2027. Non, mais je pense que c'est profondément sa nature. Il devrait faire des masterclass sur la confiance en soi. Il devrait, voilà. J'ai trouvé un nouveau job pour monsieur Bruno Le Maire. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler un petit peu de Jean-Luc Mélenchon. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.
Valérie Expert. Je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon qui ce week-end a eu deux déclarations qui ont fait beaucoup réagir. La première concerne l'antisémitisme résiduel qui ne serait que résiduel en France. Quand on entend les slogans dans certaines manifestations qui ont eu lieu en France ce week-end, on peut s'interroger. Quand on voit les chiffres de l'augmentation les chiffres de l'augmentation des actes antisémites, là aussi, on peut s'interroger sur ces propos. Oui. Enfin, faut-il rappeler à M. Mélenchon qu'il y a plus 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre dans notre pays ? Ouais. Faut-il rappeler à M. Mélenchon qu'on est quand même l'un des pays en Europe où il y a eu des massacres de juifs, des enfants devant les écoles juives, Ilan Halimi, Madame Halimi, Sarah Halimi, Madame Knoll. Ça, c'est de l'antisémitisme résiduel pour lui. Je trouve ça, franchement, je vais vous dire, je trouve ça morbide de pouvoir déclarer ça devant une foule et de penser en plus qu'on a raison et de vouloir monter les communautés les unes contre les autres. C'est quand même dans des manifestations qui sont tout à fait légitimes si on souhaite manifester pour la Palestine. Mais on entend dans ces manifestations, quand même, un sioniste, je le répète, égale une balle. On fait des associations entre les juifs et français et les sionistes et les juifs français et la politique de Benjamin Netanyahou. Et vous avez un candidat qui a fait 20% à l'élection présidentielle, qui hier, dans un meeting de campagne, d'ailleurs on pourrait aussi parler de lui quand on dit que certains prennent la place des candidats, qui dans un meeting de campagne de son parti déclare que en France, on fait face à un antisémitisme résiduel. C'est très dangereux et je pense qu'il ne mesure pas les propos je crois qu'il mesure justement. En tout cas, pas autant qu'il le devrait, parce que là, il ouvre la porte à vraiment n'importe quoi, mais il n'est pas le seul. Je suis désolé, quand vous avez Eurosatori cette semaine, vendredi, qui nous annonce que les Israéliens ne peuvent pas venir défendre, entre guillemets, leur travail parce que c'est un salon qui concerne la défense et non pas l'attaque. La défense, c'est, vous savez, ça rappelle, je suis désolé, je vais être un peu radical, ça rappelle un peu les années 40 où vous aviez sur des vitrines interdites aux juifs. Voilà. Je suis désolé. Et il y a un moment, il faut dire les choses. Et là, que ce discours soit tenu, mais au milieu de plein de dégueulasseries de la part de M. Mélenchon, parce qu'on parlait des votes, sur le fait que les quartiers populaires, les bulletins de vote n'arriveraient pas. Monter les gens les uns contre les autres, c'est devenu sa spécialité. Et puis, il a déclaré, venez avec le bulletin de vote qui dit assez de massacres à Gaza. C'est comme ça qu'il. Mais de toute façon, l'antisémitisme, c'est le fond de sauce électoral de M. Mélenchon. Écoutez, quand on voit le pitoyable Boyard, qu'on voit le terrifiant Caron, on voit bien que c'est le sujet sur lequel ils ont décidé de s'ancrer. Ah, donc maintenant que M. Mélenchon vienne expliquer que l'antisémitisme en France est résiduel, quand on voit l'explosion des actes antisémites, quand on sait que, comme tu l'as dit, Alex, notre pays est le seul pays européen où on est rentré dans une école pour tuer des enfants, Toulouse. C'est juste lunaire. Et évidemment que l'instrumentalisation des événements à Gaza a nécessairement joué un rôle majeur dans l'explosion des actes antisémites. Et Monsieur Mélenchon et ses amis et son amie Madame Rima Hassan ont une responsabilité majeure. Bon, on ne rappellera jamais assez, ça c'est mon propos liminaire, comment le peuple gazaoui aujourd'hui est pris entre le marteau et l'enclume de Tsahal et du Hamas, groupe terroriste. On ne rappellera jamais assez que Monsieur Netanyahou, dont le gouvernement va peut-être exploser en vol si l'accord Biden est signé, qu'il devra rendre des comptes. Mais je vais vous dire, la déclaration de Mélenchon sur l'antisémitisme résiduel me fait penser à une autre époque, à la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur c'est un détail. Parce qu'en réalité, quand vous dites résiduel, voyez, résiduel, ça renvoie à, c'est une fraction de choses. Alors qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France, eh bien, pardonnez-moi, là, je vais plus choquer les macronistes, mais je vais choquer les fistes qui nous écoutent, mais Monsieur Mélenchon a pris la place de Jean-Marie Le Pen de la pire époque. En disant ce qu'il vient de dire, c'est résiduel, ça me faisait penser, oui, invariablement, aux chambres à gaz est un détail de la Seconde Guerre mondiale ou à quelque chose presque qu'avait dit Jean-Marie Le Pen. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'échiquier politique, l'extrême gauche islamo-gauchiste
paraît infiniment plus dangereuse aujourd'hui que la normalisation du RN. Il y a un auditeur qui me dit, si vous considérez que de dire qu'Israël est un État colonial, c'est un acte antisémite, c'est sûr. Non, on a donné un exemple tout à l'heure, qui était de dire on associe, un juif une balle. Et un sioniste égale une balle. On associe, je suis désolé, aujourd'hui, et cet auditeur ne peut pas le nier, on associe aujourd'hui les juifs français à la politique israélienne, au sionisme. Voilà. Et allez vous balader dans les manifestations. Je devrais rappeler aussi quand même, si M. Mélenchon est un politique de notre pays, je devrais quand même rappeler à M. Mélenchon que devant les écoles juives aujourd'hui, devant les lieux de culte juifs, mais depuis des années, vous avez des militaires, vous avez des policiers, vous vous rendez compte 2 secondes des parents qui déposent leurs enfants dans les écoles juives le matin, la peur au ventre qu'ils doivent avoir. Vous vous rendez compte les gens qui vont prier le samedi, la peur qu'ils doivent avoir pour assister à ce spectacle de voir des militaires parce qu'ils pratiquent simplement leur culte. C'est scandaleux de dire ça quand on est un élu, d'ailleurs il est plus élu, mais quand on a été un élu français pendant des années. Véronique me dit carrément, donc je suis antisémite. Non, Véronique, vous êtes antisémite si effectivement vous dites un juif une balle, un sioniste une balle, ou si voilà, c'est ce type de propos qui est antisémite. C'est pas de dire que Israël est un État colonial. Ce n'est pas ça qui est antisémite. D'accord, mais faut-il rappeler qu'Israël n'est pas un État colonial, pardon. Mais c'est pas. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors Régis de pour moi, il est un État. Mais c'est pas une question d'antisémitisme. Ça, c'est plutôt une vision historique. Non, je voudrais dire que oui, effectivement, l'utilisation systématique de l'accusation d'antisémitisme joue un rôle négatif, ce qui n'empêche pas que Monsieur Mélenchon a commis une mauvaise action. Je la qualifie comme ça. Quand il dit il n'y a plus l'antisémitisme est résiduel, il fait allusion à l'antisémitisme européen éliminateur qui a vu le pays le plus civilisé d'Occident massacrer les Juifs industriellement au moment de l'Holocauste. Celui-là, je pense que chez nous aujourd'hui, et tant mieux, je m'en réjouis, il est résiduel. En revanche... Je sais pas si vous avez vu dans une manifestation, les otages, tuez-les maintenant. Ouais. Oui, attends, non, mais justement, j'y viens. Cet antisémitisme, il suffit de voir la position de l'arc de tous les partis. Bon, donc je pense que celui-là est effectivement historiquement résiduel, et Dieu sait si, à d'autres époques, il fut très fort. En revanche, là où c'est une mauvaise action, c'est qu'il assimile la totalité. Or, il y a 2 antisémitismes. Il y a un antisémitisme d'origine musulmane, d'origine religieuse, comme dans le passé la religion chrétienne, et il y a aujourd'hui lié à ce qui se passe dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. Et donc cet antisémitisme-là, il est virulent. Et je pense que Monsieur Mélenchon fait cette phrase pour des raisons bassement électoralistes. Il aurait pu s'en dispenser. Je profite, sur le sujet, j'en profite pour lui balancer une deuxième gifle, de si tant est que ce soit des gifles. Quand il vient dire qu'on est en train de truquer les élections, c'est ridicule, c'est grotesque. Je connais assez bien la façon dont ça se passe en France. Oui, ce sont les communes qui font ça. Alors, il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de procédures utilisées, mais il y a aucune intention de truquer les élections par ce biais-là. Il aurait mieux, je sais pas ce qu'il avait à ce moment. Mais il y a une volonté de radicaliser, son électorat. Il ne reste plus qu'à prendre le Parlement européen d'assaut, vous voyez, voilà, à dire qu'il faut entourer le Parlement européen, la Trump Capitole. Oui, c'est un petit peu le sens de ces propos, mais c'est vrai qu'on est quand même effaré de voir les slogans dans les manifestations, pas qu'en France d'ailleurs, en Angleterre. Juste pour répondre à Régis, de dire que les massacres industriels soit terminé. Alors d'abord, heureusement, excusez-moi, premièrement, heureusement, mais deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure quand même, enfin, j'ai donné plein d'exemples, je pourrais en citer encore plein des exemples, l'hyper-cachère, on a quand même été tuer des gens en novembre 2015 dans un supermarché cachère parce qu'ils étaient juifs. Alors c'est peut-être pas industriel, mais vous avez 8 personnes qui ont perdu la vie, Régis. Donc je suis désolé, c'est pas terminé, malheureusement. Malheureusement, vous pouvez encore mourir en France aujourd'hui parce que vous êtes juif. Les Kouachi et je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, lui là, c'était des musulmans, et ils
l'ont fait, et ils l'ont fait du fait de cette religion. Mais peu importe, mais aujourd'hui, vous avez des mains rouges, et vous avez des étoiles bleues dans Paris. C'est les Russes qui le font, ok, mais c'est quand même de l'antisémitisme. Je sais pas si c'est les Russes. Non mais ok, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Non, l'histoire des mains rouges, des rouges et des étoiles bleues. Mais évidemment, mais en France, fort heureusement, celui-là est résiduel. En revanche, l'antisémitisme d'origine musulmane, j'utilise cette expression, est extrêmement dangereux. Mais je pense que ça va plus loin que il n'y a pas que d'origine musulmane. Il y a des tas de gens aujourd'hui dont la parole se libère et la parole antisémite s'est libérée. Je voudrais juste dire un mot à nos amis LGBTQ et autres qui soutiennent le Hamas, qui soutiennent la Palestine. Je pense qu'ils seront les premiers à être exécutés si jamais ils devaient, si jamais le Hamas arrivait au pouvoir quelque part. Je suis pas sûr que les homosexuels et les LGBT qui manifestent pour soutenir le Hamas soient bien. Alors, je pense aussi qu'il est dans une. Vous n'êtes pas sûr, Valérie. Si vous êtes sûr, comme moi. Il est aussi dans une stratégie mortifère électorale, parce qu'il n'y a pas que la communauté musulmane qui est visée. Il y a aussi cette liste Free Palestine qui risque de piquer des voix à Jean-Luc Mélenchon, d'où la radicalisation, si tant est qu'il puisse radicaliser un peu plus son discours, d'où peut-être cette sortie sur résiduel. Mais vous avez vu dans cette histoire de Free Palestine, le clip, l'ARCOM doit veiller quand même au contenu. Dans ce clip de Free Palestine, qui va sans doute piquer des voix, il est affirmé que le Hamas n'est pas un groupe terroriste et que tout ça c'est de la propagande sioniste. Non mais à suivre. Sur les antennes publiques et des chaînes et des médias français. Mais attendez. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Merci tout de suite Valérie. André Berkoff.